Vous écoutez L'ombre d'El Ghali, le podcast qui explore les histoires où la lumière peine à percer. Parce que derrière chaque ombre, il y a un nom et une vérité. Ici, nous donnons une voix à ceux qu'on n'a pas entendus. Nous marchons dans les pas de vies brisées et nous laissons les silences nous guider vers ce qui a été perdu. Chaque histoire est un voyage au cœur de l'humain, un chemin où l'émotion, la douleur et l'espoir s'entremêlent. Installez-vous. L'histoire que vous allez entendre mérite enfin d'être racontée. Il existe des affaires criminelles dans lesquelles la victime ne peut plus rien nous raconter. Alors nous cherchons, nous interrogeons son passé, nous écoutons ses proches, nous tentons de reconstruire ses dernières journées. Et parfois, avec seulement quelques photographies et quelques souvenirs, nous essayons de comprendre qui se cachait derrière ce nom devenu célèbre à cause d'un crime. Mais cette histoire est différente. Parce que Shafilia Ahmed nous a laissé quelque chose, des mots, ces mots, bien avant que son corps ne soit retrouvé, bien avant que ses parents ne soient jugés, et bien avant que le monde ne découvre ce qui se passait derrière les murs de cette maison de Warrington. Shafilia avait écrit. L'un de ses textes portait un titre terrible lorsqu'on connaît aujourd'hui son histoire. « I feel trapped ». Je me sens prisonnière. Dans un autre texte intitulé « Happy Families », elle évoquait cette apparence de famille parfaite qu'elle ne voulait plus faire semblant de maintenir. Shafilia avait 17 ans. Elle était britannique. Elle était née le 14 juillet 1986 à Bradford, dans le Yorkshire. Ses parents, Iftikhar et Farzana Ahmed, étaient originaires du Pakistan. Et Shafilia voulait quelque chose qui, à 17 ans, pourrait sembler d'une banalité absolue. Choisir ses vêtements, avoir des amis, sortir, étudier, choisir elle-même l'homme qu'elle aimerait un jour, choisir sa vie. Mais dans la maison familiale, cette volonté d'indépendance provoque des conflits de plus en plus violents. Shafilia va essayer de partir, puis revenir. Elle va demander de l'aide, puis revenir encore. Elle va parler à des enseignants, à des amis, aux services sociaux. Elle va expliquer qu'elle a peur. Elle va dire qu'on veut la marier contre son gré. Elle va même demander un hébergement d'urgence. Puis, au Pakistan, dans un geste de désespoir extrême, elle va avaler de l'eau de Javel. Elle survivra. Quelques mois plus tard, elle disparaîtra. Mais ce qui rend cette histoire particulièrement insupportable, ce n'est pas seulement la manière dont Shafilia est morte, c'est le nombre de fois où, avant sa mort, elle avait essayé de dire qu'elle était en danger. Aujourd'hui, dans l'ombre d'El Ghali, nous n'allons donc pas commencer par ces meurtriers. Nous allons commencer par elle. Parce qu'avant de devenir le visage d'une affaire criminelle britannique, Shafilia Ahmed était une adolescente de 17 ans. Une jeune fille qui voulait construire son avenir. Et qui, pendant des mois, avait essayé de faire comprendre aux adultes qui l'entouraient qu'elle avait peur de rentrer chez elle. Voici son histoire. Shafilia Ahmed naît le 14 juillet 1986 à Bradford, dans le nord de l'Angleterre. Elle est l'aînée des enfants d'Iftikhar et Farzana Ahmed. La famille est d'origine pakistanaise. À première vue, Shafilia grandit comme beaucoup d'autres adolescentes britanniques issues de familles ayant plusieurs références culturelles. Elle va à l'école, elle se fait des amis, elle commence progressivement à construire sa personnalité. Mais en grandissant, un conflit apparaît. Un conflit qui n'est pas simplement celui classique entre des parents et leur adolescente, car Shafilia souhaite disposer d'une liberté que ses parents considèrent comme incompatible avec ce qu'ils attendent d'elle. À l'école, elle porte parfois des vêtements occidentaux. Elle participe à la vie de ses camarades. Un jour,
Lorsqu'elle assiste à une soirée organisée par son établissement, elle prend une précaution révélatrice. Avant que ses parents ne viennent la chercher, elle se change. Elle retire ses vêtements occidentaux et remet des vêtements plus traditionnels. À elle seule, cette scène raconte déjà quelque chose. Shafilia apprend qu'il existe 2 versions de sa vie, celle que voient ses amis et celle qu'elle doit montrer à ses parents. Au fil des années, l'écart entre ces 2 mondes va devenir de plus en plus difficile à supporter. Les problèmes ne commencent pas en septembre 2003. Bien avant sa mort, plusieurs personnes remarquent que quelque chose ne va pas. En mars 1998 déjà, alors que Shafilia est encore enfant, elle et une de ses sœurs sont signalées disparues. Elles reviennent le jour même. Quelques années passent, puis les inquiétudes deviennent beaucoup plus sérieuses. En 2002, l'école commence à observer des comportements préoccupants. Shafilia est parfois empêchée de venir en cours, des enseignants apprennent qu'elle serait retenue chez elle contre sa volonté. Une enseignante, Joanne Code, va devenir une personne importante dans son histoire. Elle s'inquiète pour elle. Lors d'un échange téléphonique, elle lui pose en substance une question très simple. « Dois-je m'inquiéter pour toi ?» La réponse de Shafilia tient en un mot. « Oui ». Lorsqu'elle revient à l'école quelques jours plus tard, son enseignante remarque des blessures, des traces au niveau du cou, une lèvre abîmée. Shafilia explique alors que sa mère l'aurait maintenue pendant que son père la frappait. Les services sociaux sont alertés, un travailleur social rencontre l'adolescente, mais Shafilia minimise ensuite une partie de la situation. Elle ne veut pas que les services sociaux interviennent davantage. Pourquoi ? Peut-être par peur. Peut-être parce qu'elle pense encore pouvoir gérer la situation. Peut-être parce qu'à 16 ans, dénoncer sa propre famille est infiniment plus compliqué qu'il n'y paraît lorsque nous observons les événements 20 ans plus tard. Le dossier finit par être fermé, mais les problèmes, eux, ne disparaissent pas. À la fin de l'année 2002, Shafilia fait quelque chose qui va se répéter. Elle fuit. En novembre, ses parents signalent sa disparition. On la retrouve avec ses affaires dans un parc. Elle passe une nuit chez une amie, puis elle revient. Quelques semaines plus tard, elle repart. En février 2003, cette fois, Shafilia ne se contente plus de fuir. Elle demande officiellement de l'aide. Elle se présente auprès des services chargés de l'hébergement. Elle explique pourquoi elle ne veut plus rentrer chez elle. Elle dit avoir peur. Elle évoque des violences familiales régulières et surtout, elle explique ce qui l'attend. Selon elle, ses parents veulent l'envoyer au Pakistan. Là-bas, elle craint qu'on lui impose un mariage. Elle explique qu'elle sera mariée à quelqu'un, puis laissée sur place. Imaginez la situation. Elle n'a que 16 ans. Elle doit expliquer à des adultes qu'elle ne veut plus vivre chez ses propres parents, qu'elle a suffisamment peur pour demander un logement. Elle décrit également les violences qu'elle dit subir. Parfois, explique-t-elle, l'un de ses parents la maintient, pendant que l'autre la frappe. Elle affirme être empêchée d'aller à l'école ou à son travail. Elle veut partir. Mais quelques jours plus tard, Shafilia retourne dans sa famille. Et bientôt, exactement ce qu'elle redoutait va se produire. Elle part pour le Pakistan. Le 18 février 2003, Shafilia quitte le Royaume-Uni. Elle voyage avec son père et 2 de ses frères et sœurs. Destination, le Pakistan. Officiellement, il s'agit d'un voyage familial. Mais pour Shafilia, ce voyage représente précisément ce qu'elle craignait lorsqu'elle avait demandé de l'aide. Là-bas, il est question d'un mariage. Un cousin aurait été envisagé. Shafilia refuse. Elle ne veut pas de cette union. Elle ne veut pas qu'on choisisse son mari à sa place. Et à un moment donné, dans la maison de ses grands-parents, elle avale de l'eau de Javel. Ses parents soutiendront qu'il s'agissait d'un accident, mais lors du procès, l'accusation présentera une lecture radicalement différente. Pour elle, Shafilia a accompli un geste désespéré pour échapper au mariage qu'on voulait lui imposer. Elle survit, mais son corps en gardera de terribles séquelles. L'eau de Javel endommage gravement son œsophage. Elle éprouve des difficultés considérables pour manger, pour boire. Même avaler sa propre salive devient difficile. Et pendant que Shafilia reste au Pakistan, son père rentre au Royaume-Uni avec les autres enfants. Son billet retour est même remboursé.
Shafilia reste là-bas. Elle ne rentrera en Angleterre qu'à la fin du mois de mai. À son arrivée, son état est alarmant. Lorsque Shafilia revient au Royaume-Uni, elle doit être hospitalisée. Elle a énormément maigri. Les lésions provoquées par l'eau de Javel nécessitent des soins importants. Elle passera plusieurs semaines à l'hôpital. Et c'est durant cette période qu'une autre patiente lui pose une question. « Pourquoi as-tu bu de l'eau de Javel ?» La réponse attribuée à Shafilia restera dans le dossier. Elle lui fait comprendre qu'elle ignore ce qu'elle a subi là-bas. Shafilia explique également qu'une proposition formelle de mariage avait été acceptée par sa famille. Elle ne voulait pas de cet homme. Elle voulait partir. Mais son passeport aurait été retiré. Encore une fois, Shafilia parle. Encore une fois, elle raconte. Encore une fois, quelqu'un entend qu'elle ne veut pas de la vie que l'on veut lui imposer. Puis, Shafilia sort de l'hôpital. Nous sommes à l'été 2003, elle a 17 ans. Elle vient de survivre à quelque chose d'extrême et malgré tout, elle essaye de recommencer à vivre. En septembre 2003, quelque chose de nouveau commence. Shafilia s'inscrit au Presley College. Elle trouve également un travail à temps partiel dans un centre d'appel à Warrington. C'est important, parce qu'il est très facile lorsqu'on raconte son histoire de voir Shafilia uniquement comme une adolescente en danger. Mais Shafilia avait des ambitions. Elle pensait à son avenir, elle voulait étudier, elle voulait travailler. Elle voulait notamment se diriger vers le droit. Elle rêvait de devenir avocate. Après tout ce qu'elle venait de traverser, elle continuait donc à imaginer un futur. Elle continuait à avancer, elle continuait à se construire. Mais les tensions à la maison n'ont pas disparu. Ses vêtements restent un sujet de conflit, ses fréquentations également, son indépendance, son refus de se conformer à ce que ses parents attendent d'elle. Et Shafilia écrit. 2 textes seront plus tard présentés au jury. Happy Families et I Feel Trapped. Je me sens prisonnière. Ce sont les mots d'une adolescente qui comprend parfaitement ce qui lui arrive. Elle sait que quelque chose ne va pas. Elle sait qu'elle vit dans la peur. Elle sait également que l'image présentée au monde extérieur ne correspond pas à ce qu'elle vit à l'intérieur de la maison. Quelques jours seulement après avoir commencé cette nouvelle étape de sa vie, tout va s'arrêter. Nous sommes le 11 septembre 2003. Shafilia termine son travail au centre d'appel. Elle rentre chez elle. Elle ne le sait pas encore, mais elle ne ressortira jamais vivante de cette maison. Ce qui s'est exactement produit cette nuit-là restera inconnu du public pendant près de 7 ans. La pièce essentielle du puzzle viendra de sa petite sœur, Alecha. Au moment des faits, Alecha est adolescente, et selon le témoignage qu'elle donnera bien plus tard, elle assiste au meurtre. Ce soir-là, une nouvelle dispute éclate. Il est notamment question des vêtements de Shafilia. Selon le récit qu'Alecha donnera aux enquêteurs puis à la justice, leurs parents s'en prennent à leur fille dans le salon. Shafilia lutte, elle essaye de résister, mais elle est maîtrisée. Alecha racontera avoir vu ses 2 parents agir ensemble. Un sac plastique est utilisé, les voies respiratoires de Shafilia sont obstruées. Ses parents maintiennent leur fille, et progressivement, Shafilia cesse de lutter. Elle a 17 ans. Elle avait demandé de l'aide, elle avait fui, elle avait essayé de partir, elle avait survécu à l'eau de Javel, elle avait recommencé ses études, elle avait trouvé un travail, elle voulait devenir avocate, et dans le salon de la maison familiale, sa vie s'arrête. Il y a une autre dimension terrible à cette affaire. Shafilia n'est pas seule dans la maison. Ses frères et sœurs sont là, des enfants, des adolescents. Selon le témoignage d'Alecha, ils voient ce qui arrive à leur sœur. Puis vient le silence. Un silence qui va durer des années. Alecha expliquera plus tard qu'elle avait menti aux policiers lorsqu'elle avait 15 ans. Elle avait couvert ses parents. Pour comprendre cela, il faut imaginer la situation dans laquelle se trouvent ces enfants. La personne qui vient de mourir est leur sœur. Les personnes qu'ils pourraient devoir accuser sont leur père et leur mère. Ils vivent encore sous leur toit, ils dépendent d'eux,
et ils savent ce qui vient de se passer. Selon le récit présenté au procès, le corps de Shafilia est ensuite emporté, puis il disparaît. Et le lendemain, la vie familiale doit donner l'impression de continuer. Le 12 septembre passe, puis le 13, puis le 14. Shafilia ne revient pas au collège. Elle ne retourne pas travailler, mais ses parents ne signalent pas sa disparition. Ce détail va évidemment devenir extrêmement important. C'est finalement Joanne Codd, son ancienne enseignante, qui donne l'alerte. Des camarades et les jeunes frères et sœurs de Shafilia commencent à s'inquiéter. Joanne comprend qu'elle a disparu. Le 18 septembre 2003, soit une semaine après sa dernière apparition, elle la signale aux autorités. La police commence à chercher Shafilia, une adolescente de 17 ans, vulnérable, sans argent et introuvable. Mais quelque part, plusieurs personnes connaissent déjà la vérité. Les semaines passent, aucune trace. Puis, les soupçons commencent naturellement à se rapprocher de la famille. En décembre 2003, Iftikhar et Farzana sont arrêtés. D'autres membres de la famille élargie sont également interpellés dans le cadre de l'enquête. Mais il manque quelque chose d'essentiel. Un corps, une cause de décès, un témoin prêt à parler. Des preuves permettant de poursuivre les parents pour meurtre. Ils sont finalement libérés. Et pendant ce temps, Shafilia reste introuvable. L'automne passe, puis l'hiver. Sa famille organise même des appels publics. L'affaire semble bloquée. Jusqu'au 4 février 2004, presque 5 mois après la disparition, à plus de 100 km de Warrington, 3 ouvriers travaillent près de la rivière Kent, à Sedgwick, en Cumbria. À la suite d'inondations, ils découvrent quelque chose sur la berge. Un corps. Il est dans un état de décomposition avancé. Les policiers doivent déterminer à qui il appartient. Des bijoux sont examinés, puis l'ADN parle. Le 23 février 2004, la nouvelle tombe. C'est elle. Shafilia a été retrouvée. Lorsque le corps est découvert, il est trop dégradé pour que les médecins puissent déterminer avec certitude la cause exacte de la mort. 2 examens post-mortem ne permettront pas d'établir précisément comment Shafilia est décédée. Mais les circonstances rendent l'hypothèse d'une mort naturelle extrêmement improbable. Elle porte encore des vêtements occidentaux. Ses cheveux avaient été teints en rouge. Elle portait notamment des chaussures blanches à talons. Des détails qui seront plus tard interprétés par l'accusation comme les signes de cette indépendance qu'elle cherchait à affirmer. L'enquête pour meurtre se poursuit. Mais les mois passent, puis les années. En janvier 2008, une enquête judiciaire conclut officiellement que Shafilia a été victime d'un homicide illégal. Le médecin légiste considère notamment qu'une suffocation ou une strangulation constitue une explication probable. Mais une question demeure. Qui l'a tué ? La police possède des soupçons, mais les soupçons ne suffisent pas à condamner quelqu'un. Et pendant près de 7 ans, la personne qui détient la clé de cette maison garde le silence. Août 2010, presque 7 ans se sont écoulés depuis la mort de Shafilia. Alecha Ahmed est désormais une jeune femme. Et paradoxalement, ce n'est pas directement l'enquête sur sa sœur qui va provoquer la révélation. Un cambriolage a lieu au domicile familial. Alecha est arrêtée parce qu'elle est soupçonnée d'y avoir participé. Elle se retrouve face aux policiers. Et quelque chose se brise. Le 31 août 2010, Alecha parle. Elle raconte ce qu'elle affirme avoir vu 7 ans auparavant. Elle accuse ses propres parents. Elle raconte la dispute, le salon, Shafilia maîtrisé, le sac plastique, l'étouffement, la mort de sa sœur. Elle reconnaît également avoir menti auparavant pour protéger ses parents. Pour les enquêteurs, tout change. Ils possèdent enfin ce qui leur avait manqué pendant des années. Un témoin direct, et pas n'importe lequel, la propre sœur de Shafilia. 2 jours plus tard, Iftikhar et Farzana Ahmed sont de nouveau arrêtés. Cette fois, l'affaire ne va plus disparaître. Il faudra encore attendre. En septembre 2011, les parents de Shafilia sont officiellement inculpés pour son meurtre.
Il plaide non coupable, puis le procès commence devant la Crown Court de Chester. Presque 9 ans se sont écoulés depuis la nuit du 11 septembre 2003. Dans la salle d'audience, Shafilia n'est évidemment pas là, mais ses mots, eux, vont revenir. Ses demandes d'aide, les documents dans lesquels elle expliquait avoir peur, ses fugues, ses confidences, le voyage au Pakistan, l'eau de Javel, ses textes. Happy families, I feel trapped. Et surtout, Alecha. La jeune femme doit témoigner contre son père et sa mère. Elle le fait derrière un écran. Elle raconte ce qu'elle affirme avoir vu. La défense attaque évidemment sa crédibilité. Pourquoi avoir attendu 7 ans? Pourquoi avoir menti auparavant? Pourquoi parler seulement après avoir elle-même été arrêtée dans une affaire de cambriolage? Ce sont des questions légitimes dans un procès criminel. Mais le jury doit regarder l'ensemble du dossier. Et quelque chose de particulièrement puissant se produit durant cette audience. Pour juger ce qui est arrivé à Shafilia, la cour peut écouter ce que Shafilia elle-même avait essayé de dire lorsqu'elle était encore vivante. Le procès connaît alors un retournement spectaculaire. Farzana Ahmed modifie sa position. Elle accuse son mari. Elle affirme qu'Iftikhar a attaqué Shafilia. Elle prétend avoir essayé d'intervenir. Selon sa nouvelle version, son mari l'aurait frappée lorsqu'elle aurait tenté de protéger leur fille. Autrement dit, après avoir nié pendant des années que les parents étaient responsables de la mort de Shafilia, la mère reconnaît désormais qu'elle était présente lors d'une agression mortelle. Mais elle rejette la responsabilité principale sur son mari. Pour l'accusation, cette nouvelle version ne suffit pas. Selon le témoignage d'Alecha, les 2 parents ont participé au meurtre. Le jury va devoir décider. Qui croire? La mère? Le père? Alecha? Ou les éléments accumulés depuis près d'une décennie? 3 août 2012, 9 ans après la mort de leur fille, Iftikhar et Farzana Ahmed attendent le verdict. Le jury revient. Coupable! Iftikhar Ahmed est reconnu coupable du meurtre de Shafilia. Farzana Ahmed, coupable! Le juge prononce contre chacun d'eux une peine de réclusion à perpétuité. Ils devront purger au maximum 25 années avant de pouvoir prétendre à une éventuelle libération. Pendant 9 ans, Shafilia avait été absente. Absente de sa chambre, absente du collège, absente de ce travail qu'elle venait de commencer, absente de la vie qu'elle essayait de construire. Mais ce jour-là, ses propres mots avaient contribué à raconter devant la justice ce qu'elle avait vécu. J'aimerais que nous oublions maintenant quelques instants le procès. Oublions les parents. Oublions la condamnation. Oublions même le crime. Et revenons simplement à Shafilia. 17 ans. C'est tellement jeune. À 17 ans, on devrait pouvoir changer d'avis chaque semaine sur ce que l'on veut faire de sa vie. On devrait pouvoir rêver d'un métier, se tromper, changer de vêtements, se disputer avec ses parents, revenir, repartir, chercher sa place. Shafilia voulait notamment devenir avocate. Elle venait de commencer le collège. Elle travaillait à temps partiel. Elle voulait choisir la personne qu'elle épouserait. Elle voulait choisir ses vêtements. Elle voulait choisir sa vie. Et ce qui rend son histoire tellement difficile à entendre, c'est qu'elle n'est pas restée silencieuse. Shafilia avait parlé. Elle avait parlé à ses amis, à ses enseignants, aux services sociaux. Elle avait fui plusieurs fois. Elle avait demandé un hébergement. Elle avait expliqué qu'elle avait peur de rentrer chez elle. Elle avait expliqué qu'on voulait la marier contre son gré. Elle avait décrit les violences qu'elle disait subir. Elle avait écrit « Je me sens prisonnière ». Et pourtant, elle est retournée dans cette maison, encore et encore. Il serait facile avec le recul de chercher une seule personne à blâmer pour ne pas avoir empêché sa mort. La réalité est beaucoup plus complexe. Une adolescente peut refuser une aide. Elle peut minimiser ce qu'elle subit. Elle peut avoir peur des conséquences. Les professionnels peuvent ne voir qu'une partie de ce qui se passe. Une famille peut donner au monde extérieur une image très différente de ce qui se déroule derrière une porte fermée.
Mais l'histoire de Chafiléa nous rappelle quelque chose d'essentiel. Lorsqu'un jeune dit qu'il a peur, il faut écouter. Lorsqu'il fuit plusieurs fois le même endroit, il faut essayer de comprendre pourquoi. Lorsqu'il explique qu'on décide de son avenir contre sa volonté, ses paroles comptent. Et il faut également dire quelque chose d'autre. Cette histoire n'est pas celle d'une religion. Elle n'est pas celle d'une origine. Et elle ne doit jamais servir à condamner une communauté entière. Un mariage arrangé et accepté librement par deux personnes n'est pas un mariage forcé. La différence tient dans un mot essentiel, le consentement. Chafiléa, elle, avait dit non, et son non aurait dû suffire. Pendant longtemps, son histoire a été racontée comme celle d'un crime d'honneur. Mais quel honneur peut-il y avoir à tuer son propre enfant? Peut-être faudrait-il employer des mots beaucoup plus simples. Contrôle, violence, peur, meurtre. Parce que Chafiléa n'avait déshonoré personne. Elle avait simplement essayé de devenir elle-même, et j'aimerais terminer cette histoire avec une image différente de celle de son corps retrouvé au bord d'une rivière. Imaginez plutôt Chafiléa quelques jours avant sa disparition. Septembre 2003. Elle vient de commencer au Presley College. Elle vient également de trouver un petit travail. Elle a survécu au Pakistan. Elle a survécu à l'eau de Javel. Elle est encore là. Elle a 17 ans. Et malgré tout ce qu'elle a traversé, elle continue à préparer son avenir. Elle ignore qu'il ne lui reste que quelques jours. Nous le savons. Et c'est précisément pour cela que nous devons nous souvenir d'elle autrement. Pas seulement comme Chafiléa Ahmed, victime d'un meurtre commis par ses parents, mais comme Chafiléa, une adolescente, une étudiante, une jeune femme qui rêvait d'indépendance, une jeune femme qui voulait un avenir, et surtout, une jeune femme qui avait parlé. Alors aujourd'hui, plus de 20 ans après sa mort, la moindre des choses que nous puissions faire, c'est l'écouter. Et comme toujours dans l'ombre d'El Ghali, derrière les titres des journaux, derrière les photographies des accusés, derrière les procès et les condamnations, il reste une personne, une vie, des rêves, une voix. Et cette voix nous avait prévenus. Cette histoire est dédiée à Chafiléa Ahmed et à toutes celles et ceux dont le nom mérite d'être entendu. À très bientôt, au prochain épisode de l'ombre d'El Ghali.